il faut utiliser la même formule pour calculer y. Vous voyez, le seul changement, c'est ici. Au lieu de L sinus, on va utiliser moins L cosinus. C'est clair, donc pour trouver y, il faut juste changer sinus par cosinus et ajouter le 6 moins. Donc je vais prendre cette même formule, je vais la copier. Regardez, je vais valider déjà la formule. Je la valide. Et je vais déplacer la formule horizontalement. Et ça aussi, c'est un avantage. Quand vous déplacez la formule, comme on a utilisé des noms nommés, des plages nommées, les noms ne vont pas changer. Regardez, en fait, si je déplace, j'obtiens la même formule, la même valeur. Et regardez, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a longueur, sinus, θ0, etc. Donc, je pourrais l'adapter facilement. Je vais juste mettre moins longueur pour passer à y. Et au lieu de sinus, je mettrai cosinus. Vous déplacez la formule horizontalement. Vous copiez la formule que vous avez fait pour calculer x, vous la copiez horizontalement pour calculer y. Mais vous changez quand même la formule. Au lieu d'avoir L sinus, vous mettez moins L cosinus. C'est tout. Donc, il faut juste changer en ajoutant le 6 moins, et changer sinus par cosinus. Vous obtenez donc le résultat pour y. Je sélectionne maintenant les deux valeurs. C'est bon? Tout le monde a fait le calcul? C'est bon? Ça marche? Comment? Moins 0,25, oui. Hein? La formule choc. Elle est X. La formule d'erreur. Y, c'est la même formule, mais seulement il faut mettre moins au-dessus de sinus cosinus. Premier sinus, deux cosinus. Deuxième sinus, on le garde. C'est clair? Là, hein? Deuxième sinus, on le garde. Ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire θ de t. D'accord? Donc, elle a θ de t, elle a θ de t. Maintenant, là, c'est ça la projection. Vous voyez, j'ai déjà donné les formules ici. Xm égale L sinus, Ym égale moins L cosinus. Vous voyez? C'est bon, tout le monde? C'est le moins. Ajoute le moins L, moins la longueur fois. Alors, que faire après? Ben, il faut copier les formules vers le bas. Allons-y, on copie les formules vers le bas. Vous les sélectionnez toutes les deux et vous double-cliquez sur le poignet de recopie. Le poignet, le poignet qui est en bas. Vous faites un double-clic. Automatiquement, vous allez calculer tout en bas. Et donc, on pourrait déjà représenter les données. On pourrait déjà représenter la courbe, la trajectoire. Pour représenter la trajectoire, que faire? Vous sélectionnez les deux colonnes, XM et YM. Vous les sélectionnez, comme ça. D'accord? Vous remontez en haut. D'accord? Sinon, vous faites bien le dessin en bas, si vous voulez. On le fait en bas. D'accord? Donc, restez en bas. Après sélection, vous êtes déjà en bas. Et puis, vous mettez insertion, nuage, choisissez nuage et choisissez le troisième type de graphique. Là, vous devez comprendre pourquoi nuage. Alors, nuage. Pourquoi on choisit nuage? Quand vous choisissez deux colonnes, X et Y, en passant par nuage, vous allez obtenir, s'il vous plaît, vous allez obtenir Y en fonction de X. C'est clair? C'est pourquoi on choisit nuage. C'est pour tracer Y en fonction de X. Et vous avez plusieurs façons de tracer. Parmi les façons, il y a celle où il y a le lissage, la continuité. Ce cas-là. Là, en traçant par cette méthode, on va assouplir, on va rendre plus lisse, on va lisser la courbe. C'est clair? Donc avec peu de points, vous pouvez obtenir un bon résultat. C'est pourquoi justement on va choisir cette troisième façon. Vous obtenez ça, oui. Voici le résultat. Alors, mais quand même, ici, il n'a pas l'air d'un bon cercle, d'un bon arc de cercle. Pourquoi? C'est juste l'effet de
la hauteur est la largeur, l'effet d'échelle. Donc je vais agrandir un petit peu horizontalement, comme ça. Ça va me permettre un peu de plus dilater, le. Voilà. Ça marche comme ça marche. Je vais réduire un petit peu le zoom. Voilà, ça marche. On pourrait même gagner un peu de place en déplaçant cette légende ici. Et je vais agrandir la zone de tracé, la zone graphique. Comme ça. Et par suite, je vais réduire un petit peu. J'agrandis encore. Voilà, comme ça marche. Je préfère donc garder cette disposition. Je réduis encore le zoom et je déplace. Voilà qui est fait. C'est bon. D'accord. Je vais agrandir verticalement un petit peu. Oui, j'arrive tout de suite. Moi, je vous ai demandé d'appeler toute la colonne. Donc, il va falloir changer uniquement les membres. Il faut aller vers la formule, il faut changer le corps. Là, les formules pour le corps, les formules. Là, je vais expliquer. Oui, toi, tu fais partie de 1 jusqu'à 30. Pour lui dire, je veux aller prendre le tout, diviser ce 1. Diviser ce non, c'est le B jusqu'à B. Ça veut dire que vous êtes en train de lire toute la colonne. Maintenant, il donne les résultats. Parce que cette fois-ci, si je lui dis, montre-moi le temps, maintenant, c'est toute la colonne. Donc, tout à l'heure, quand tu as arrêté l'ablation jusqu'ici, là, il n'y avait pas d'ablation. Donc, ça pose problème. Donc, quand il m'a appelé, oui, ça marche. Maintenant, vous avez dit, c'est de l'échelle. C'est pratiquement la même échelle pour la dimension, la dimension. C'est-à-dire comme un montant. Là, vous pouvez agrandir, c'est la propriété. C'est Windows, d'ailleurs. C'est Windows. Excel, donc la méthode de chiffre. Pour certains contrôles, je corrige l'essentiel d'ici. Soit consultable, on a fait tout pour corriger. Pour résoudre soit récupérer.
Ça dépend. Ça dépend de... Le comprend, ça serait pour la semaine prochaine, le samedi prochain, à Oula, le mercredi d'après. Le mercredi d'après, donc le mercredi suivant, on fera la séance. Ou le samedi, on rattrapera les séances. On a donc à rattraper 3 séances. On a rattrapé une aujourd'hui. Il y a 2 séances à rattraper. Donc le samedi prochain, on rattrapera déjà la deuxième séance. Et ça va rester une séance. Et donc le mercredi d'après, ça serait quelle date? Le mercredi 17. Mercredi 17, on fera le premier contrôle. D'accord? C'est un exercice que je vous donnerai en 1h30. 1h30. Excel. Excel. En 1h30. Et donc, votre 1h30, on va continuer notre chose. Les chaînes qui font la marche. Parmi les écrits, répercuté par les paramètres et le facteur d'amortissement. Les formules, la forme des formules, de la exponentielle moins mu t. Alors voilà l'amortissement. Exponentielle moins mu t. Gros, ça dépend comment on donne la solution d'amortissement. C'est-à-dire qu'au lieu de le pendule, il fait comme ça, il va plutôt faire comme ça. Il va osciller de cette manière. Comme ça. C'est clair? C'est-à-dire à un moment donné, il va s'arrêter. C'est clair? Oui. Attendez, je veux donc arrêter parce que sinon il y aurait beaucoup de vide dans mon... La prochaine étape, c'est quoi? Je dois calculer maintenant. Je dois calculer les extrémités du pendule. Et souvenez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que pour les abscisses X, il faut les mettre dans le prolongement. Donc je les mets sur la même colonne, ici. D'accord? Je vais les mettre à partir de là. Laissez quelques lignes vides. Par exemple, une seule ligne serait suffisante. Et vous tapez les coordonnées du point O. Projection du point O sur le repère, ça donnera 0, 0. 0, ça c'est pour X. Pour Y, je le mets dans une colonne autonome. Surtout pas dans cette même colonne. Le chiffre, il ne faut pas le mettre là. Il faut le mettre dans la colonne suivante. C'est clair? Vous avez bien compris cela. C'est bon? Alors maintenant, remarquez bien. Je vais décaler un petit peu ma courbe parce qu'il me dérange. Regardez. Ici, je veux calculer xm pour un temps donné. Xm, c'est l'extrémité du pendule quand le temps est fixé à une valeur donnée. C'est clair? Donc, j'ai besoin de fixer justement la valeur de ce temps-là. Je vais le mettre là. Je suppose que c'est le temps que je veux fixer pour l'animation. Donc, je vais mettre ici au-dessus, ou bien en face, là. Alors, je vais décaler un petit peu encore. Je vais mettre ici le temps. Et je mets sa valeur ici. Par exemple, 0,3. C'est comme si au pif, j'ai sélectionné un temps donné. Au hasard. Dans la période, j'ai choisi un temps quelconque. Et donc, je veux représenter le pendule pour ce temps-là. Est-ce que je suis capable de calculer X ici? Ben oui. Mais le problème, c'est le même. Sauf que le temps avec lequel je vais travailler, c'est celui-là. C'est celui-là. Vous voyez? Donc, je travaillerai avec les mêmes formules qui m'ont servi à tracer la courbe, la trajectoire. C'est clair? Parce que c'est quoi en fin de compte la trajectoire? C'est uniquement les traces de l'extrémité du pendule. C'est clair? Donc, ça va se calculer par les mêmes formules. La seule différence, c'est que pour trouver le point du pendule, je fixe le temps, c'est chose que j'ai fait, et dans les formules, je travaille avec ce temps-là au lieu de travailler avec celui-là. C'est clair?
Vous avez bien compris ce que je viens de dire. Alors, regardez, voici le temps avec lequel je vais travailler, c'est celui-là. Comme j'étais là, par exemple, je veux calculer ici. C'était quoi ça? C'est xn. Je l'ai calculé en utilisant quel temps? On travaille avec ça. Donc j'utilise la même formule ici. Ça, au lieu de travailler avec ça, je travaille avec ça. Et c'est la même chose que je fais pour y. Voici y. D'accord? Ça c'est x et ça c'est y. Je les calcule avec les mêmes formules que j'ai utilisées là, sauf je remplace le temps que j'avais là, je le remplace par celui-là. Est-ce que vous avez bien compris? Hein? Donc voilà, lorsque vous allez changer celui-là. Parce que la trajectoire, je n'ai pas intérêt à la changer. La trajectoire, il ne change pas. La trajectoire, quand vous faites bouger, la trajectoire, c'est toujours l'arc de cercle. Donc, qu'est-ce qui change alors dans le temps? C'est ce point qui change. Pour le moment, je suis en train de le calculer pour un temps fixe. Et par la suite, on verra le moyen qui va me permettre de changer. Donc, moi, avec le bouton que je vais mettre à côté. Je vais mettre le bouton comme ça, de telle sorte à ce que quand vous cliquez sur cette flèche, ici, ça va passer à 0,4. Quand vous cliquez sur celle-là, ça va passer à 0,2. Et forcément, quand vous changez ici le temps, ces valeurs vont changer. Et par suite, la courbe va bouger. C'est clair? Allons-y, donc faisons le calcul. Donc, ça, la cellule, je vais lui donner un nom. C'est clair? Je l'appellerai le temps pendule. Le temps pour l'animation. Le temps d'animation. Alors, regardez, je vais donc la nommer. Comme ce qu'on a fait déjà. Donc, j'irai vers formule et je la nomme, mais quand même, j'ai déjà un nom qui s'appelle temps. C'est toute la colonne. Plage temps. On a changé, on n'a pas gardé plage temps, on a appelé temps seulement. Donc, je vais mettre nouveau et je prendrai temps simulation. Sim. Je l'appelle comme ça, temps sim. Le temps de simulation. Je valide. Je ferme. Je prends la formule que j'avais là. La formule, je la prends. Je la copie. CTRL-C et je la mets ici. Là, CTRL-V. J'ai copié la formule. Alors, mettant cette formule, je changerai ce temps, le temps qu'on a là, par quoi? Par quoi je vais le changer? Par le temps de simulation, tout court. J'obtiendrai une valeur. Je prendrai la même formule et je la copie ici, dans laquelle je changerai sinus par cosinus et j'ajouterai le signe moins. Moins, et je change sinus par cosinus. C'est un peu comme ce qu'on a fait quand on a copié l'autre. Regardez les deux formules. Longueur, sinus, etc. C'est la même formule qu'on a là. Mais le temps, il faut le changer par temps de simulation. La même chose pour Y. La même formule, donc avec moins cosinus, et vous changez le temps par temps de simulation. C'est ce que j'ai fait. Donc je répète. Je répète ce que j'ai fait. Regardez, je répète encore une fois. J'ai dit, vous allez prendre une formule quelconque de l'axe des X. Dans cette colonne, prenez n'importe laquelle. Vous la copiez. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C. Je mets CTRL-V. La formule. Je change quoi? Le temps par le temps de simulation. Je valide. Pour ne pas trop changer, la valeur quelconque de Y, l'axe des Y, une valeur quelconque, vous mettez CTRL-C, vous la copiez en face de l'endroit où il y a le Y pour le pendule, et là aussi vous changez temps par temps de simulation. C'est tout. Vous voyez? Alors, je dessine maintenant. Je dois dessiner. Je dois ajouter à la courbe. Parce que j'ai déjà une autre série. D'abord, on a des deux séries. Il y a la trajectoire que j'ai déjà dessinée. Il faudrait que je dessine le pendule. Comment faire à votre avis? C'est très simple. Regardez. Pour ajouter une série à une courbe. Pour ajouter une série à une courbe. Regardez, vous sélectionnez le graphique. Pour ajouter une série à un graphique. Regardez. Vous activez le graphique.
Quand vous activez le graphique, il vous donne en bleu, qu'est-ce qui est représenté actuellement. Regardez la zone représentée, elle est en bleu. Vous la prenez de là, vous la prenez d'ici, et vous la prolongez jusqu'ici, jusque là. Vous prenez cette zone et vous la faites bouger jusqu'ici. Ce qui va donc l'étendre pour prendre tout ça en compte. C'est clair? Regardez, je vais le faire. Remarquez bien quelles sont les données qui sont représentées actuellement. Ils s'arrêtent là. Donc, quand vous irez vers le petit poignet, comment? Il faut cliquer sur le graphique, bien sûr. Regardez, vous cliquez sur le graphique, vous allez voir les données qui sont représentées actuellement. Allez vers la zone bleue, en bas, à droite. En bas, à droite. Vous allez voir que la souris va se transformer en une flèche. Faites bouger pour aller jusqu'à la nouvelle valeur qu'on a calculée. Et qu'est-ce que vous constatez alors? Ben, il y a le rendu qui vient de se dessiner. Il est dessiné avec une autre couleur. C'est clair? C'est comme si on a deux objets dans le graphique maintenant. On a la trajectoire qui est en bleu et le pendule qui est en rouge. Je veux le faire bouger maintenant. À votre avis, comment je vais faire pour le faire bouger? J'attends à ce que tout le monde a obtenu ce graphique. C'est bon? Tout le monde l'a obtenu? C'est vrai pour tout le monde? Ça marche? Ah, tu refais. Tu redémarres. Comment? Alors, entre les deux, par exemple, la racine, par exemple. Là, il va se mettre vertical. Donc, vous avez compris comment on va faire bouger maintenant. Il nous faut un lien qui va permettre de changer ça, ça va être à la vie. Parce que si tu changes avec le clavier, ça te prend beaucoup de temps. C'est pas facile. C'est clair? Donc, il n'y a pas de besoin que tout le monde voit sentir. Ça marche pour vous? Vous pouvez donc expliquer à votre camarade. Mais moi, la course, ça, c'est autre chose. La première calcul واحد de ces points. C'est deux points. Les coordonnées des trois, les coordonnées des deux. ولكن هذا هو الجوج. Donc, c'est le temps, les فيها أو أعطينا مثال. وبالتالي باش نكالكولي هذا غير فورموليت ديالنا، هي نشوف هذا الفون ديالنا. بهذا الطريقة. On va la grosse barre. Si on attaque son avant-point, 0,5.
La seule chose qui va changer, c'est que je fixe ici un temps bien donné. Avec les tailles, avec l'application, là,
Voilà ce que je viens de vous dire dans votre poste. C'est ce que je dis là. Est-ce que tout le monde est arrivé à là? Très bien, parfait. Regardez bien maintenant ce qu'on va faire. Vous n'êtes pas encore arrivé à ça? Regardez bien. Regardez bien ce que nous voulons faire maintenant. On a déjà constaté que quand je change ici, quand je change là, le pendule il va bouger. Mais quand même, c'est pas pratique de le faire à chaque fois en utilisant le clavier. C'est pas pratique. Regardez, par exemple, je veux aller à la suite, je dois mettre 0,4. Je vois bien que le pendule il va bouger. Mais quand même, ça m'a pris beaucoup de temps à le faire. C'est pas du tout pratique. Vous voyez la manière avec laquelle je vais pouvoir le faire, c'est, regardez s'il vous plaît, c'est d'ajouter ici une autre donnée qui n'est autre que le numéro du point. Parce que ce 0,4, c'est quoi en fait? C'est un point situé dans l'axe du temps, dans l'axe 0P. C'est un point. Bien sûr, on ne pourrait pas avoir un demi-point. Donc, le nombre de points, il est bien entier. Je veux bien donc, à partir du nombre de points, calculer le temps. Vous allez trouver que c'est à côté. C'est à côté le temps. Alors, pour le voir clairement, je vous demande, avant d'aller définir le numéro du temps, je vous demande de compléter ce qu'on était en train de faire là, d'ajouter la numérotation ici. C'est comme si vous allez numéroter les points de temps. Regardez, on va numéroter à partir de 0. 0, 1, vous n'allez pas continuer comme ça, vous allez juste sélectionner les deux et vous double-cliquez ici. Vous faites un double-clic. Donc, par exemple, si je me mets dans 0,3, c'est quel numéro de point? Le numéro du temps, c'est combien? C'est 30. Si je mets dans 0,4, c'est 40. Quelle est la relation qui relie les deux, à votre avis? C'est prévisible. La relation entre le temps et ce que vous avez à gauche. Y a-t-il une relation entre les deux? C'est une relation entre un nombre entier et un nombre réel. C'est 0,4 et 0,1, c'est 40. 30, c'est quoi le lien? Comment est-ce qu'on a obtenu ça? On interroge le pas. Et si vous prenez le pas et que vous multipliez par ce nombre, vous obtenez celui-là. Donc le temps pour I, le temps pour un point I, pour un numéro I, n'est autre que I fois le pas. I fois le pas. Regardez, vous pouvez bien vérifier. Si I égale 25, le temps, c'est 0,25. C'est 5 centièmes fois 25. Ça donne 0,25. Je vais le généraliser. Donc, justement, c'est cette relation que je vais utiliser pour calculer le temps qui m'a servi à tracer le point 2. Regardez, ici en bas. Parce que j'ai placé un temps. D'accord? Mais c'est un temps qui est réel. Je veux convertir le réel par un entier. Donc, je veux mettre ici le numéro du point. Étant donné le numéro du point, je calculerai alors le temps. Donc, si j'impose ici un numéro égal à 40, je dois trouver alors 0,4. Par quoi? En multipliant par le temps. C'est clair? C'est ce que je vais faire. Regardez bien. Je vais mettre une formule ici. Je ne vais plus entrer le temps. Je vais le calculer. Je vais mettre égal F3 pour sortir le pas, pour choisir le pas, multiplié par la cellule qui contient actuellement les numéros. Et ça donnerait bien quelque chose de bien. Ça donnerait une valeur qui est bonne. Alors, pourquoi on a fait tout ça? Parce que je cherche à changer un entier, non pas un réel. Oui. Je vais agrandir. Voici la formule. Je calcule le temps par le pas multiplié par la cellule qui est juste au-dessus. Le pas fois la cellule qui est juste au-dessus. Vous savez pourquoi on a fait tout ça? Parce qu'il est plus facile de changer un entier que de changer un réel. Il est plus pratique de changer un entier que de changer un réel. Si vous voulez entrer un entier, c'est plus simple. Il n'y a pas de virgule à chercher.
Alors que si vous voulez entrer un réel, ça vous coûtera plus de temps. Et plus encore, c'est ça la vraie raison. C'est que je veux mettre à côté un certain contrôle, je veux mettre un contrôle qui ressemble à ça. Je viens de le dessiner. D'accord? Avec deux flèches. Quand je clique sur la flèche supérieure, ça va passer, ce 40, il va passer à 41. Quand je clique sur la flèche inférieure, ça va se décrémenter. Et ça, c'est un entier, le nombre de clics. Le nombre que vous allez faire le clic est un entier. Vous ne pouvez pas faire un clic et demi. C'est clair? Donc, ça peut être que entier. C'est pourquoi j'étais obligé de mettre un entier que je vais changer par cette toupie-là, par ce contrôle-là. Et en fonction du changement, je recalcule le temps. C'est clair? Allons-y. Plaçons maintenant la toupie. Avec le contrôle, on l'appelle une toupie. Une toupie. C'est clair? Alors, d'où vient-il? Où est-ce que je vais le trouver? Bon, c'est très simple, c'est pas compliqué. Il faut aller vers l'onglet développeur. L'onglet développeur. Ça, c'est pour le développeur. Développeur, pour nous, en informatique, c'est-à-dire celui qui écrit, qui développe des solutions, qui écrit des programmes. Comment? Dans les onglets, dans le panneau que vous avez en haut. Si vous ne l'avez pas, parce que par défaut, il est désactivé. Donc, on ne donnerait pas quelque chose qui ne servirait qu'au développement, qu'au développeur. Parce qu'au début, on n'est pas développeur. Maintenant, on veut juste devenir, on veut donc toucher un petit peu à ce que fait le développeur. Et pour ce faire, donc, il faut activer cet onglet-là. Il faut commencer par l'activer. Ça va donner les outils du développeur. Ça va vous donner les outils avec lesquels travaille le développeur. Alors, pour l'activer, ceux qui n'ont pas cet onglet-là, il faut aller vers Fichier, ou bien vers le logo Excel. Comme le logo Excel. En haut à droite, à gauche. En haut à gauche. Moi, j'ai le mot fichier. Regardez, je vais donc cliquer sur fichier et je vais aller vers option. Option Excel. Alors ensuite, personnaliser le ruban. Personnaliser le ruban. C'est quoi le ruban? C'est là où il y a les différents onglets. C'est ça ce qu'on appelle le ruban. Je veux le personnaliser. Ensuite, vous cochez dans la liste que vous avez à droite, cochez cette case développeur. Pour moi, il est déjà coché. Vous voyez? Il est déjà coché. C'est pourquoi dans mon ruban, j'ai le développeur. J'ai l'onglet développeur. Alors, pour vous, allez le trouver décoché. Vous le cochez alors. Vous cliquez dessus. C'est clair? Alors, mais attention, pour ceux qui ont 2010, 2007, développeur, vous n'allez pas la trouver ici. Vous la trouverez où alors? Vous trouvez dans Général. Dans Général, vous allez trouver ici des cases à cocher, parmi lesquelles il y a justement activer l'onglet développeur. C'est bon, donc tout le monde l'a trouvé? Qui n'a pas trouvé? Donc, soit que vous cherchez dans personnaliser le ruban, si vous ne trouvez rien, allez dans Général. Cherchez d'abord dans Général.
monde l'a activé, sauf si elle donne 2003. C'est bon? C'est bon? Ça marche. Regardez maintenant ce qu'on va faire. S'il vous plaît. Nous allons donc, je suppose que tout le monde a activé l'onglet développeur.
Alors, l'onglet développeur, il va me donner droit à quoi? Regardez, si vous l'activez, il va vous donner droit à la boîte à outils du développeur. Le mécanicien, il a sa boîte, l'électronicien, il a sa boîte à outils, le prof, il a sa boîte à outils, quand il ramène son cartable avec les outils dedans, tout métier a des outils avec lesquels on travaille. Le développeur aussi, c'est clair? Donc les outils du développeur, ils sont réunis ici, là. Regardez, c'est symbolisé par la clé et le marteau. C'est clair? Si vous cliquez sur cette flèche, vous allez voir l'ensemble des outils dont dispose le développeur. C'est clair? Ce n'est pas l'ensemble exhaustif. C'est uniquement les outils les plus standards. C'est clair? Alors regardez, parmi ces outils-là, j'utiliserai celui-là. Il s'appelle 2P Control ActiveX. 2P Control ActiveX. Parce qu'il y a un autre. Il est là. Alors, 2P contrôle de formulaire. Alors moi, je vais travailler avec le contrôle ActiveX. Ça, c'est comme si on dit une nouvelle génération de contrôle. C'est plus optimal, c'est plus meilleur. Donc, je vais utiliser celui-là. Et je le dessine à côté. Donnez-lui une hauteur plus grande que la largeur. C'est clair? Si vous lui donnez une hauteur plus grande que la largeur, il va se disposer comme ça. Si vous faites l'inverse, il va se disposer comme ça. Donc, c'est à vous de faire le choix. Dans quel sens vous voulez le disposer? Alors, je préfère celui-là. Alors ensuite, regardez bien. Ce contrôle-là, il a deux modes d'existence ou de fonctionnement. Le mode actuel, c'est le mode qui va me permettre de le modifier, de le paramétrer. Par exemple, à ce mode-là, ou avec ce mode-là, je pourrais le déplacer. C'est clair? Donc, pour le moment, je suis en train de le régler, de le configurer. C'est ce qu'on appelle le mode création. Le mode création. Alors, remarquez bien. Qu'est-ce qui symbolise que le mode création est actif? C'est justement ce bouton-là. Le bouton-là où il y a l'équerre, le crayon, quand il est enfoncé, cela veut dire que vous êtes en mode création. Mais regardez bien, si vous le désactivez en cliquant sur le même bouton, le bouton là où il y a l'équerre, regardez, vous n'allez plus avoir la possibilité de le décaler, de le déplacer par exemple. Mais par contre, il va commencer à réagir. Si vous cliquez, vous allez voir que le bouton il sursaute. C'est-à-dire qu'il répond au clic. Mais pour le moment, il n'est pas encore associé. Vous voyez, il n'est pas encore associé. C'est pourquoi il ne fait rien. Regardez, il ne fait rien. Mais quand même, je veux bien que vous distinguiez entre ces deux modes. Le mode création, ça vous permet de travailler le contrôle, de le modifier, de le régler. Et le mode exécution, ça c'est le mode exécution maintenant. C'est clair? Alors, pour changer le contrôle, il faut basculer au mode création. C'est clair? Maintenant, je suis en mode création. Alors, qu'est-ce que le mode création vous permet de faire? Par exemple, s'il vous plaît, ce que le mode création vous permet de faire, entre autres, ça vous permet d'aller changer les propriétés du contrôle. Regardez, il y a un bouton qui s'intitule propriété. Il y a le doigt, il y a la main avec le doigt. Un contrôle qui est à gauche, à droite du bouton création. Vous cliquez sur ce bouton-là. On vous fait sortir toute une boîte de caractéristiques. On vous fait sortir un ensemble de caractéristiques. On les appelle des propriétés. Remarquez bien. Je veux que vous fixiez un peu la terminologie. Ce qu'on a dessiné, il s'appelle contrôle. On l'appelle aussi objet. Un objet. C'est clair? Et un objet, il a bien des caractéristiques. Il s'appelle propriété. Propriété du contrôle. C'est quoi les propriétés? Les propriétés, donc, sont des valeurs caractéristiques du contrôle. Comme par exemple, parmi les valeurs, la largeur du contrôle. Actuellement, il a quelle valeur, la largeur du contrôle? Pour moi, c'est 27. Vous voyez? Mon contrôle que j'ai dessiné ici, il a une largeur égale à 27. Si je veux le changer, je n'ai qu'à changer ce 27
par la valeur que je veux. Automatiquement, vous allez voir qu'il va changer. Est-ce que vous avez bien compris? Vous comprenez donc à quoi servent les propriétés. Alors, mais parmi les propriétés les plus importantes pour ce contrôle, vous avez une propriété, essayez de la localiser s'il vous plaît. Comment je vais pouvoir le rattacher à une cellule? Par ce contrôle-là, on veut faire quoi? On veut faire en sorte que quand je clique sur l'un des deux boutons, l'une des deux flèches, à ce que cette cellule change. Alors, lisez bien les différentes caractéristiques qui sont dans la première colonne et dites-moi laquelle est responsable de cela. Oui? Non? Lisez bien. Bien sûr, c'est en anglais. Non, 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 non. Non. Vous avez bien commencé d'en haut. Yes? Et descendez. Non. Non. Enable, ça veut dire est-ce qu'il est actif ou non? Oui? Très bien. Linked cell. Linked cell. Linked cell. En anglais, ça veut dire quoi? Traduisez ça. Linked. Cell, c'est quoi? Cellule liée. C'est la cellule liée. Qu'est-ce qu'on doit mettre alors dedans? En face, dans la valeur. C'est la colonne qui est en face. Qu'est-ce que je dois mettre alors? Je dois mettre la référence de la cellule. La référence de la cellule. Regardez, on va le faire. C'est cliquable, il faut juste cliquer. Alors, non, il faut copier la référence, il faut la copier. On copie, donc la référence pour moi c'est H82. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait le même choix? Alors, si vous avez fait le même choix, eh bien, vous devez avoir la même valeur. Et je vais donc copier, coller. Donc, j'ai valorisé, j'ai donc attribué une valeur à une propriété. Je lui ai associé une valeur, H82. Attention, ne mettez pas la même chose que moi. Ça dépend où est-ce que vous avez placé la cellule que vous voulez lier. Si vous avez fait comme moi, ça doit être un H82. هذه اللي فيها ديكتابون هي هذه علاش هذه حتى هي اللي فيها النيميرو دو طون باش انا كنت جو كليك ici هذا النيميرو يتبدل وخصكم تحركوا شويه لا ريفليكسيون ديالكم راه vous êtes capable de déduire les choses tout seul. Qu'est-ce que je dois régler encore? Donc la propriété importante pour ce contrôle, il faut s'en souvenir, c'est linked cell, la cellule de liaison. Alors, parmi les autres propriétés importantes, vous avez min et max. C'est la graduation de l'axe. Min, max. Alors, pour nous, le min, c'est quoi? C'est le numéro du temps initial. C'est 0. Donc, on ne va pas le changer. Le max. 71, qui dira mieux? Bien. Je suis venu vous dire ça, mais quand même, vous pouvez le déterminer tout seul. Pourquoi le double? Pourquoi 72 fois 2? Quand on a tracé la courbe, on l'a tracé que sur la base d'une demi-période. Or, moi, je veux que ça fasse tout un cycle. Donc, je dois prendre la période. Et par suite, je dois multiplier le numéro. C'est clair? Donc, je vais choisir quel max? 171 fois 2. 172. 142. Je vais prendre ici alors, au lieu de 100, 142. Donc retenez bien quelles sont les propriétés qu'on a changées. Linked cell, min, on l'a réglé à 0. Max, on l'a réglé à 142. Et puis quoi d'autre? Regardez, on a une autre propriété qui peut me la dire. Lisez ce qui est en bas. Ça s'appelle comment? Mais chez le changement de temps. Oui, small change. Small change. Le petit changement. Ou bien le changement quand vous cliquez sur la flèche. Parce que quand vous cliquez sur la flèche, vous allez occasionner un changement.
il faut que vous le fixiez. C'est alors, on va prendre la même valeur, c'est l'unité, c'est le temps. Et comme nous, on intervient sur le numéro et non pas sur le temps, on prendra alors l'unité. Donc, dans small change, on va garder la même valeur. Mais si vous voulez bouger de 5 en 5, 5 unités, vous mettez ici 5. Oui. On a déjà calculé la période. Vous vous souvenez, la période. On a trouvé combien? On a trouvé 1,42. Quand on a calculé la demi-période, on a trouvé 0,71. Regarde, le pendule. Malheureusement, je ne vois pas la courbe. Mais si je la dessine ici, quand il est là, c'est le temps zéro. Mais le pendule, pour qu'il fasse un cycle, une période, il faut qu'il vienne jusqu'ici et qu'il revienne. Donc, nous, pour tracer là, on a tracé uniquement pour la moitié seulement. Ça, c'était sur 2. Il faut que j'envisage à ce que le pendule revienne. Donc, je dois aller jusqu'à la période, de 0 jusqu'à la période. Et la période, c'est 1,42. Donc, il faut que j'aille jusqu'à 142, en multipliant par 100. Comment? Là, il doit revenir. Il doit revenir. Il faut juste... Ah, on va le voir. Il faut qu'il revienne. Là, tu as fait une erreur quelque part, peut-être au niveau des calculs. Alors, le small change, je vais garder 1. Je garderai 1 initialement. Ça serait lent, oui, mais c'est pas grave. Si vous voulez aller en 2, parce que si vous prenez 5, ça va sauter aussi. Vous allez voir qu'il saute. Vous n'allez pas voir quelque chose de continu. Ça va sauter. Donc, pour voir quelque chose entre les deux, vous pouvez à la limite choisir 2. Donc, parmi les propriétés importantes, il y a la propriété small change. Changement, le petit changement. C'est l'incrément pour le changement. Ici, on a pris 2. Allons-y maintenant. Je vais fermer cette boîte et je vais donc basculer en mode exécution. Donc, souvenez-vous, pour modifier les caractéristiques d'un contrôle, vous devez basculer en mode création. Pour maintenant exécuter l'effet, il faut alors désactiver ce bouton-là, là où il y a l'équerre. Justement, l'équerre et le crayon, c'est toujours synonyme de la création. L'ingénieur, vous devez avoir votre équerre, votre crayon, votre table de dessin et votre planche. C'est clair? Alors, regardez, je bascule. Et je vais donc approcher le graphique parce que malheureusement, je ne vois pas tout le graphique. Je vais réduire comme ça pour voir la totalité. Voilà, maintenant je vois l'ensemble. Et on commence à faire bouger. Allons-y. Vous voyez? Vous voyez? Comme ça. Et là, ça s'arrête. Donc, vous devez revenir. Comme ça. On a fait une animation pour un pas. Ah? Est-ce que tout le monde a essayé le graphique? Regardez, en fait, on pourrait même cacher, en utilisant la courbe, on peut cacher les données. C'est pas la peine de les voir.
Donc on ne voit plus le temps et le numéro du temps. On les a cachés. Mais par contre, on garde le contrôle. Ici. Regardez. Ça marche. Voilà qu'il y a beaucoup de critiques. Sur cette démarche, beaucoup de critiques. Lesquelles? La première critique, c'est laquelle? Ben, ça ne bouge pas continuellement. Ça ne bouge pas de manière continue. C'est clair? Deuxième critique. Il va falloir que j'intervienne à chaque fois. Alors, si on pourrait trouver un moyen plus efficace que ça, qui fait intervenir l'homme une seule fois, c'est comme un bouton marche, vous cliquez sur le bouton marche, et ça va continuer à marcher. Un bouton arrêt, vous cliquez sur le bouton arrêt, et ça s'arrête. Donc, l'intervention de l'être humain va être minimisée encore. Ici, chaque fois que je veux le faire bouger, je dois intervenir. C'est pas automatique alors. C'est une tâche qu'on a fait, certes, mais il n'est pas automatisé. Comment est-ce qu'on va réussir à l'automatiser? Alors, regardez, je vais vous dire une chose. Regardez, pour automatiser, voilà ce qu'il faut faire. Vous allez donc basculer vers le mode création. On bascule vers le mode création. Et puis, on va donc aller vers notre boîte à outils. Et on va glisser deux boutons de commande. C'est celui qui est juste au-dessus de la toupie. Justement, il s'intitule bouton de commande, contrôle ActiveX. Je prendrai donc un premier bouton, je le mets ici. Et un deuxième bouton, je le mets à côté. Alors, pour que les deux boutons aient la même taille, pour qu'ils aient la même taille, je vais pouvoir copier ce contrôle à côté. Donc, on pourrait dupliquer les contrôles. Vous voyez, on pourrait faire du clonage. On pourrait cloner ce contrôle. Regardez, pour faire un clone, appuyez sur contrôle et faites bouger. Vous pouvez faire autant de copies que vous voulez. Moi, j'ai besoin de deux seulement. J'ai besoin de deux seulement. Alors, donc, il y a la toupie. On l'a déjà utilisée, ça marche. Il y a les deux boutons de commande. Alors, comme ce qu'on a fait pour la toupie, les boutons de commande ont aussi leurs propriétés. Chacun a des propriétés. Regardez, si je veux donc atteindre ces propriétés, je sélectionne le bouton et je clique sur là où il y a la main, propriété. Je fais sortir les propriétés d'un bouton de commande. Alors, regardez le bouton de commande, contrairement à la toupie, il porte un texte. La toupie ne porte pas de texte. Ici, il y a bien un texte. À votre avis, par quoi je vais pouvoir le changer? Par quelle propriété je vais pouvoir changer ce texte? Regardez un peu les propriétés, dites-moi laquelle va me permettre de changer ce nom. Essayons né. Votre camarade a bien dit né. Allons-y, essayons de changer dans né. Je vais changer bouton commande 1 par le premier, on va l'utiliser pour animer, pour faire bouger, pour déclencher l'animation. Donc je l'appellerai animer. Je valide. Pour valider, il faut juste changer en allant vers la cellule suivante. Est-ce que le texte a changé? Non. Donc, ce n'est pas cette propriété-là. Caption, très bien. Donc, on ira vers caption. On va mettre la même chose, animé. Ça marche. Je vois bien que c'est caption. Pour changer ce texte, il faut utiliser la propriété caption. Caption, ça veut dire label. En français, c'est label. Une label. Un badge. Tout à l'heure, j'ai parlé de badge avec votre camarade. Un badge. Quelqu'un qui porte un badge. C'est pour y mettre son nom. C'est clair, mais vous pouvez toujours garder votre identité pour vous. Je ne vais pas mettre mon numéro d'identité nationale. Donc, le name, c'est l'identité. Par contre, ce que vous mettez, ce que vous rendez visible, ce que vous rendez visible à l'autre, c'est le label. C'est clair? Name est plus fort que la caption. Name est plus fort.
Name, c'est l'identité du contrôle. C'est l'identité du contrôle. C'est grâce à quoi le développeur va se baser, ou c'est sur quoi le développeur va se baser. C'est name. Alors, vous allez constater une chose, que toutes les propriétés dans cette boîte, ils sont listées dans l'ordre alphabétique. Toutes les propriétés sont dans l'ordre alphabétique, sauf ce livre-là. Et on l'a mis entre parenthèses en plus. C'est pour dire que ça, c'est un peu particulier. C'est ce qu'on appelle l'identité. Name. C'est clair? Alors, il y a un certain nombre de règles pour nommer. Par exemple, vous n'avez pas le droit de mettre des signes. Vous n'avez pas le droit de mettre un plus dans le nom. Ou bien un moins. Ou bien une parenthèse. Tout ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous devez mettre que des lettres et des chiffres. Mais vous devez commencer aussi par une lettre. C'est clair? Donc, vous voyez qu'il est soumis à des règles. Par exemple, si je mets un espace, je vais couper un email en deux, en faisant un espace. Je valide. Il va me dire non, je ne pourrai pas l'accepter. Donc, le non ne peut pas être composé. Ça doit commencer par une lettre, et tout le reste, ça doit être que des lettres ou bien des chiffres. Par contre, le caption, j'ai le droit de mettre ce que je veux, même une phrase. Je pourrais dire animer le pendule. Le pendule. Sauf que si je le fais, je dois agrandir horizontalement pour que ça apparaisse. Donc vous voyez maintenant, il y a toute une phrase. Animer le pendule. Je ne pourrais pas mettre dans le nom animer le pendule. Je dois mettre un seul mot. C'est clair? À qui va servir le nom? Ça sert à qui? Ça sert au développeur. C'est une affaire du développeur. À qui servira le caption? À celui qui va observer le contrôle, donc à l'utilisateur. Donc, caption, c'est pour l'utilisateur, name, c'est pour le développeur. C'est clair? Alors, est-ce qu'il y a d'autres propriétés qu'on pourrait changer? Par exemple, je veux bien les colorier différemment. Celui qui aligne, je le mets en vert. Celui qui arrête, les boutons d'arrêt sont toujours en rouge. Sur les appareils, sur les machines, toujours les boutons d'arrêt, vous allez les trouver en rouge. Les boutons de démarrage, vous les trouverez en vert. Regardez, en fait, je vais mettre, par exemple, dans back color, je changerai la couleur du bouton. Je prendrai une couleur, dans la palette, une couleur verte. Ce vert-là, par exemple. Bien celui qui est un peu plus clair. C'est clair? Je vais changer la couleur de mon bouton. Alors, la couleur de l'autre bouton, je la mettrai en rouge. C'est clair? Alors, je changerai par la même occasion son nom. Je mettrai ici arrêter le pendule. Je lui donnerai un name. Au niveau du name, je me limiterai à arrêter tout court. Pour nommer les boutons, on prend toujours des verbes. Parce qu'un bouton, il déclenche un travail. Quand vous cliquez, vous lancez un travail. Vous lancez une commande. C'est pourquoi on l'appelle bouton de commande. Donc, il faut les nommer par des verbes d'action. Animer, arrêter, accélérer, freiner, etc. C'est clair? Alors, arrêter le pendule. J'ai juste à agrandir un petit peu. Comme ça, je verrai le tout. Ça marche. On pourrait même changer la couleur de l'écriture. La couleur du texte. Actuellement, il est en quelle couleur? La couleur du texte dans les boutons. C'est noir. Je pourrais donc changer en allant vers For Color. For Color. Je prendrai en bleu, par exemple. Peut-être que le bleu, ça serait bien. Bleu sur le vert et le bleu sur le rouge. Bleu aussi. Je pourrais faire d'autres changements. Par exemple, si vous irez vers la font. La font, ça contient quoi? La font, ça contient les informations sur l'écriture. Regardez, je pourrais par exemple écrire en italique gras, avec une taille un peu plus grande. Je fais la même chose pour l'autre.
italique gras, avec une taille de 14. Ah non, non, pas 14, donc on a choisi, je pense, 12. On a choisi 12. 14, c'est trop. Ben, c'est plus clair. J'ai un peu mis, sauf que ici, au niveau du projecteur, ça force un peu l'affichage. D'accord. Mais là, c'est un fond rouge avec un texte bleu. Ici, un fond vert avec un texte bleu. Donc, on n'a pas changé beaucoup de propriétés. Les propriétés que j'ai changées pour les boutons, lesquelles? Pour un bouton de commande, bouton de commande, j'ai changé le nez. Pour le premier, j'ai mis animé. Pour le second, j'ai mis arrêté. J'ai changé les captions. Pour le premier, j'ai mis animé le point 2. Pour l'autre, j'ai mis arrêter le point 2. Qu'est-ce que j'ai changé encore? J'ai changé la propriété back, color. Pour l'autre, le premier, j'ai mis le vert. Pour le second, j'ai mis le rouge. Et j'ai changé aussi fort, color. Pour le premier, j'ai mis le bleu. Et pour le second aussi, j'ai mis le bleu. J'ai changé aussi la forme. J'ai changé surtout le style. J'ai mis gras italique. J'ai changé la taille à 12. J'ai fait les mêmes changements pour les deux. Vous voyez donc, vous avez un ensemble de propriétés. Vous comprenez à quoi servent alors les propriétés? Les propriétés servent à personnaliser les contrôles, à leur donner une apparence personnalisée. Vous vous souvenez comment on les a dessinés au départ? Ce n'était pas comme ça. Ils avaient donc une apparence initiale que j'ai réussi à changer en modifiant quelques propriétés. Donc, lorsque vous changez les propriétés, vous changez l'état, l'apparence. C'est clair? Comme quand un être humain parle, son état change. Quand il bouge, son état change. Donc, on a toujours besoin pour travailler de changer l'état. Et c'est grâce aux propriétés qu'on a pu faire ça. Alors maintenant, ce n'est pas fini. Regardez, si je bascule en mode exécution, comprenez comment est-ce qu'on le fait en désactivant ce bouton. Ces boutons que je viens de faire, ils sont bien cliquables. Regardez, ça clique. Mais ça ne fait rien. L'autre aussi. C'est un peu comme le toupie au départ. Comment maintenant doit-on faire pour que quand on clique sur le bouton vert, eh ben, ça va bouger sans cesse, sans arrêt? Et comment faire aussi pour l'arrêter? La réponse est dans la programmation. Il faudrait que je programme. Il faudrait que j'apprenne à la machine comment doit-elle faire. La réponse, vous la connaissez. Si on vous dit que doit-on faire lorsqu'on clique sur le bouton animé et vous me répondiez en français, vous allez me dire, ben c'est très simple, quand on clique, il faudrait faire bouger ça sans arrêt. Il faudrait faire bouger ce 46, là où il y a 46, il faut l'incrémenter sans arrêt. N'est-ce pas? C'est ça ce que je dois faire. Quand je clique sur ce bouton, je répète, quand je clique sur le bouton, faites changer cette valeur sans arrêt. Est-ce que vous voyez que c'est ça la réponse, en français? Si je l'exprime en français. Sauf que pour dire la même chose à la machine, je dois déjà utiliser un langage que la machine comprenne. C'est clair? Je dois donc me servir d'un langage. Ben justement, ce langage n'est autre que ce que vous voyez là. Visual Basic. Visual Basic est un langage associé à Excel, associé à toute la suite Office. Visual Basic, c'est comme si je dis français. Ça me permet d'exprimer des ordres à la machine. Ça va me permettre d'exprimer des ordres à la machine. Regardez, on va vous dire comment. C'est très simple. Remarquez bien. Je vous demande de double-cliquer, d'activer le mode création, de l'activer, et de double-cliquer sur le bouton vert.
Vous double-cliquez sur le bouton vert. Qu'est-ce que vous avez constaté alors? Un éditeur Visual Basic s'ouvre. Il y a un éditeur. Un éditeur, ça veut dire un moyen qui va vous permettre d'écrire. Regardez, mais il s'ouvre avec déjà deux phrases remarquables. Une première phrase qui s'intitule Private, Sub, Animé, Click. Ça veut dire quoi? Sub and Sub. Je veux faire alors une activité. Je veux réaliser une procédure de travail. Sub, justement, ça veut dire procédure. Sub and Sub. Subroutine and subroutine. En anglais. Subroutine, donc ça c'est une abréviation. Sub, ça veut dire procédure. Je veux alors enseigner la machine quelle est la procédure d'animation. Et quand est-ce que cette procédure va être déclenchée? La réponse, elle est là. Quand on clique sur le bouton animer. On va le laisser pour la prochaine fois. C'est clair? Donc, on va laisser ça pour la prochaine fois parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour finaliser. Donc, on ne va jamais y arriver dans le temps qui reste. Mais on s'est arrêté sur un point qu'il faut compléter. Donc, la semaine prochaine, on va le compléter. Je vais donc arrêter l'enregistrement.